L'accord a déjà été activé. Il y a 2 pays de l'OTAN qui préparent des plans contre Moscou. Nous parlons de l'Allemagne et de la Norvège, qui annoncent un nouvel accord de coopération en matière de défense et de sécurité, en réponse directe à ce qu'ils appellent la menace russe. C'est certain, déclare Friedrich Merz, il est le chancelier, ce qui serait l'équivalent du président au Mexique. Enfin, pour la présidence du Mexique, lui, il est le chancelier. Friedrich Merz est celui qui a été avec ce premier ministre de Norvège. Celui de Norvège, c'était le nom. Il a donc été là, à discuter, aussi avec Stürmer, nous en avons parlé il y a quelques jours, mais en ce moment avec la Norvège. Le pacte inclut des patrouilles aventurières conjointes, la protection des infrastructures sous-marines, une collaboration spatiale couvrant l'Atlantique Nord, la mer du Nord, la mer Baltique. Allez, l'Allemagne a fait un virage incroyable. Sur la question de la défense, l'Allemagne semblait d'abord être l'un des pays les plus faibles, les plus ambigus. Au moment de l'Est, la préparation au conflit et à la défense, surtout en cette période. Et maintenant, ne semble-t-il pas que l'Allemagne a pris un tournant important ? Cette fois-ci, en s'assurant que d'un côté, avec le Royaume-Uni au nord, ils aient une alliance importante. Un accord qu'ils ont signé cette semaine, où ils montrent que si quelque chose arrive au Royaume-Uni, l'Allemagne intervient, et inversement aussi. Et maintenant, aussi avec les Norvégiens, qui sont également là, attention, la Norvège fait partie des fondateurs de l'OTAN. Ce sont parmi les pays qui ont été les mieux préparés depuis le début, et qui maintenant disent d'en vouloir se réassocier et se préparer encore plus avec l'Allemagne. Exactement, si je ne me trompe pas. Ils sont le seul pays de l'OTAN qui a déjà investi 5% dans la défense, c'est 5% que Donald Trump vient d'augmenter. Et le pacte inclut des patrouilles conjointes, la protection des infrastructures sous-marines et une collaboration spatiale couvrant tout l'Atlantique, comme Pépé vient de le mentionner. Malheureusement, tout cela était nécessaire pour... Alors, face à une menace russe, a déclaré Friedrich Merz, le chancelier d'Allemagne, en soulignant à quel point la situation est-elle compliquée en ce moment en Europe. Et les 2 pays cherchent également une collaboration intégrée pour protéger les infrastructures critiques, comme ces câbles sous-marins qui ont été coupés à plusieurs reprises. Le plan est même d'aller dans l'espace, comme le rapporte le document, d'intensifier la coopération technologique et de garantir un accès européen sécurisé à l'espace. En faisant cela, on fait aussi allusion à ce qui se passe avec la Chine, avec la Russie, avec cette idée d'avoir des armes dans l'espace. Le ministre de la Défense des 2 pays est, selon eux, chargé de rédiger un accord stratégique qui soit à long terme. Et c'est un autre tournant de l'Allemagne vers la coopération militaire, non plus temporaire, mais désormais permanent. Ils le voient déjà, donc, à très long terme. Cela semblait être une Europe assoupie par des années. En 2022, quand la guerre commence, 23 à 24 plus tellement, mais en 25, il y a eu un tournant important. Même si, Trump a été désormais celui qui a été le plus distant sur la question de l'OTAN, bien que récemment ce ne soit plus vraiment le cas, est considéré comme l'endormi. Mais ces pays vont même au-delà de l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN devient quelque chose de secondaire et il se rapproche indépendamment de l'OTAN. Cela attire aussi l'attention. Ils sont déjà en train de faire l'alliance entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, comme nous en parlions récemment. Ils passent leurs petits accords pour être prêts en cas de guerre potentielle. Et le Premier ministre de Norvège a également commenté l'importance de ce pacte. Et il faut aussi rappeler que la Norvège est désormais le principal fournisseur de gaz de l'Allemagne. Avant, c'était la Russie, désormais la Norvège. N'oublions pas la date, c'est 2027, n'est-ce pas ? Nous verrons si c'est le cas. Mais la date du conflit, de la guerre, selon eux, c'est 2027, n'est-ce pas ? Alors, ils veulent être prêts pour cette année-là. Cette année-là, ils pensent que c'est le point de guerre, de conflit. Évidemment, il peut y avoir des surprises, non ? Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Selon la théorie, plus on est préparé, moins il y a de probabilité de guerre. Paradoxalement, c'est sur la fameuse dissuasion qu'ils misent. C'est ce qu'ils essaient de dire. Je suis tellement fort que personne n'ose se lancer dans la guerre. D'un autre côté, une autre crise qui approche concerne le retour au Moyen-Orient, vers ce groupe terroriste de
Gaza, le Hamas ou appelé Jamas. L'un des groupes, en fait le principal, qui a opéré le 7 octobre pour mener cette attaque terroriste contre Israël et qui a ensuite provoqué. Eh bien, tout ce problème, Jamas serait en train de faire face à sa pire crise financière depuis sa création. Exactement, Jamas, il faut rappeler qu'il est financé par l'Iran et qu'il existe depuis 40 ans et en ce moment il traverse sa pire crise. Comme le dit Pépé, la branche militaire ne peut plus payer des salaires complets à ses combattants et elle en vient à recruter des adolescents pour des missions dangereuses. C'est ce qu'affirme Oded Heilman, ancien officier du renseignement israélien. Et l'infrastructure militaire souterraine a été essentiellement détruite car Israël a été très actif sur ce sujet. Le Hamas ne reconstruit pas ses tunnels, il ne paie pas ses combattants hautement entraînés, ils ne font que survivre, je pense. C'est aussi pour cela qu'il y a des vols de nourriture, c'est sûrement ainsi qu'ils perdent les gens. Et le gouvernement de Gaza contrôle Gaza, dirigé par le Hamas, depuis déjà 2007. Il a déjà commencé à baisser les salaires et à réduire les services de base. Des comités d'urgence ont été formés pour maintenir au minimum, par exemple, la collecte des ordures et la distribution de carburant. Ibrahim Mahoud, analyste proche du Hamas, affirme que le groupe ne s'est pas préparé à plus d'1 an de guerre. Ils ne pensaient pas que cela allait durer aussi longtemps et ils survivent uniquement grâce à un réseau social interne et à des mesures d'austérité. Eh bien, c'est comme ils l'appellent. Une sorte de groupe politique qui ensuite a commencé à dévier, à devenir plus militaire, et puis, plus tard, à attaquer ouvertement et sans vergogne des civils en direction d'Israël. Et ensuite, cela provoque les attaques, mais au moment crucial. Ils n'opèrent pas comme un groupe militaire, car lorsqu'ils se cachent, ils le font parmi les civils. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Ça, dès le départ, je le dis, ça n'aurait jamais dû arriver. Ça, c'est vraiment hallucinant parce que c'est quelque chose qui est très clair chez les militaires. Alors, sépare les civils pour ne pas les mettre en danger. Tu as décidé d'être soldat, tu as décidé d'être militaire, ou peu importe. Je veux dire, en le voyant du point de vue d'une milice. Et évidemment, ils ne se comportent pas comme ça. Ils ne se comportent pas, comme un groupe radical, dans tous les cas, comme un groupe terroriste. Les sources indiquent qu'ils n'ont jamais obtenu de revenus allant jusqu'à environ $6 000 par camion d'aide. Imaginez-vous, c'est-à-dire que chaque camion d'aide leur rapporte environ $6 000. Et c'est la manière dont ils m'ont survécu, mais bon. Selon les informations, la chute des revenus a été compensée en mars lorsqu'Israël a imposé ce siège. Et le siège, malheureusement, affecte aussi les civils, qui en ce moment sont sans nourriture. D'après les rapports, ils révèlent que face au blocus total, jamais. Il imposait simplement des taxes sur des produits essentiels. Il taxait la farine, les cigarettes, le carburant. Il manipulait même le marché en suspendant les ventes pour faire monter les prix. C'est-à-dire, il modifiait ou altérait, il changeait les choses pour qu'une chose vaille plus qu'une autre. C'est un sujet qui a aussi été beaucoup critiqué dans ce sens. Eh bien, ils ont été accusés presque dès le début de vol d'aide aussi. Un sujet qui a également été beaucoup critiqué depuis le début. Passons à d'autres sujets également importants. Quand on imagine comment fonctionnent les technologies et les entreprises technologiques dans les États-Unis, on pense que ces choses ont dû être bien réfléchies. Il se trouve maintenant que Microsoft a annoncé qu'il n'utiliserait plus d'ingénieurs chinois pour fournir un support technique aux projets pro-militaires. Tu veux dire qu'ils employaient des ingénieurs chinois ? Voilà la fuite complète de projets militaires américains, y compris chez Microsoft. Alors, pourquoi s'inquiéter de Huawei si même Microsoft est complètement infiltré là-bas ? Microsoft annonce qu'à partir de maintenant, ils n'utiliseront plus d'ingénieurs basés en Chine. En plus, ils vivent en Chine. C'est-à-dire, ce n'est même pas comme si, c'est un Chinois, mais il vit déjà aux États-Unis. Non, ce sont des Chinois et ils vivent en Chine. Et depuis là-bas, ils fournissent un support technique à des projets militaires américains. Tu te demandes comment ? C'est-à-dire, en fait, le scandale, ce n'est pas Huawei, le scandale, c'est Microsoft, en tout cas. C'est-à-dire, je comprends qu'il y ait de la méfiance envers Huawei quand c'est une entreprise étrangère liée au gouvernement chinois. D'accord, très bien, ne l'engage pas pour des projets gouvernementaux. Mais qu'en est-il de Microsoft, qui est une entreprise américaine, qui embauche des ingénieurs vivant en Chine et leur confie des projets militaires, Antoine ?
Donc, pour le conseil technique à cet ingénieur, il faut d'abord lui donner toutes les informations pour qu'il sache comment conseiller. Et ensuite, il s'y met. Donc, si c'est vraiment toi, alors c'est très bien. Et l'une des choses les plus ridicules dans cette affaire, c'est que cela ne vient pas d'eux, mais d'un rapport de ProPublica qui a généré ces critiques sur les politiques qu'ils appliquent aux États-Unis. Un sénateur républicain, John Cotton, a qualifié l'affaire de menace pour la sécurité nationale. Et il a demandé au secrétaire à la Défense, Pete Hedges, un examen approfondi des contrats liés au cloud du Pentagone. Selon ProPublica, qui publie le rapport, des ingénieurs chinois travaillent sur des projets de cloud computing pour le département de la Défense. Ils ont accès au cloud, supervisé par des escortes numériques américaines, sans informations techniques suffisantes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi compétents que les Chinois pour détecter les risques de cybersécurité. Et Microsoft a confirmé au gouvernement des États-Unis le rapport sur la procédure pendant le processus d'autorisation, bien qu'il n'ait pas précisé combien de temps cette pratique allait durer. Le gouvernement était au courant de la situation en cours, mais ignorait sa durée. La Chine n'aura plus aucune participation dans notre service cloud avec effet immédiat, a déclaré le secrétaire à la Défense dans une vidéo publiée sur Next. Tu dis encore un autre scandale de plus. Et il dit que Francisco Arce est nord-coréen, sûrement. Sûrement, c'est certain. Autrement dit, considère-le comme acquis. Le bâtiment du Pentagone, siège du département de la Défense, reste le cerveau de la défense des États-Unis. Ainsi, 26 000 employés y travaillent quotidiennement. Cependant, il s'avère maintenant qu'à l'intérieur de cela, il y a des opérations mixtes où des Chinois travaillent. Et je n'en doute pas. Comme le dit François, il se peut même qu'en Corée du Nord déjà. Je comprends d'où ils ont sorti le Reaper version Corée du Nord. C'est exactement pareil. C'est que c'est comme... Ce n'est pas possible. Et je le répète encore. Et il critique Huawei et TikTok. Eh bien oui, d'accord, je comprends la sécurité, mais vérifie d'abord les bases. Je veux dire, c'est là. Et Microsoft ne le permet pas non plus. Passons à d'autres sujets importants.